Aussi la volonté de pouvoir répondre de temps en temps à de l'actualité, à voilà, des thématiques qui sortent et des invités qui sont prêts à venir en parler. Le prochain rendez-vous à penser, il se passera à Malraux, puisqu'on aura réouvert le 2 décembre. Et le premier, ce sera François Bégodeau, écrivain célèbre, qui vient d'écrire aussi un essai assez corrosif, Histoire de ta bêtise, je crois que c'est ça le titre. Et ça sera le 16 janvier, jeudi 16 janvier. Et le suivant, qui est déjà confirmé, c'est Jean Ziegler, avec Anne-Cécile Robert. Jean Ziegler, que vous connaissez aussi, diplomate spécialiste de l'ONU, pour une conférence à 2 voix autour de Où va l'ONU. C'était le titre qu'on s'était donné, en tout cas pour l'instant. Et ça, ce sera le 12 mars. Dans les noms qui ne sont pas encore confirmés, mais pour lesquels on a très bon espoir de pouvoir les accueillir, on aura Emmanuel Todd, qui sera un ouvrage au mois de décembre, et donc qui a repoussé un peu une venue qui était prévue en décembre, pour venir plutôt aux alentours du mois de février. Et puis on accueillera Juan Branco aussi, avec Acrimed, pour un débat autour des médias. Pour le premier rendez-vous cinéphilo, ça sera les mardis, ça sera toujours des mardis, et le premier est en décembre, le mardi 10 décembre. Là, on a pris comme sujet les 2 derniers livres, donc de Gérard Mordillat, le romancier, parce que vous le connaissez comme romancier ou comme cinéaste. Pour ceux qui écoutent France Culture, ils connaissent peut-être son rire sur France Culture dans Les Papous dans la tête, ou quelquefois il peut être plus acide si vous êtes abonné au site Là-bas si j'y suis. Enfin, il y a des tas de facettes du même individu. Donc ce soir, on va commencer par la partie littérature. Donc il y a un des livres, La Tour abolie, qui est une dystopie. Dystopie, une utopie plutôt négative. Non, je me confonds. Bon, de toute façon, il en parlera mieux que moi. Je vais laisser parler Gérard en lui donnant un micro. Bonsoir, oui, ça me fait plaisir de vous voir. Et c'est vrai que j'aime beaucoup venir à Chambéry. Et j'ai eu beaucoup d'occasions d'y venir dans mes différentes activités, puisque, comme Jean-Christophe vient de le remarquer, je suis un artiste de variété. Donc, je fais plusieurs choses. Je vais essayer de parler du roman, de la relation aussi du roman et du cinéma, de la littérature et du cinéma. La Tour abolie est née d'une chose imprévue comme souvent. J'avais été contacté par des militants de la CGT qui venaient de publier une brochure sur les conditions de travail des personnes qui font le nettoyage dans les sous-sols de la Défense, et qui sont des conditions évidemment très difficiles parce que, premièrement, l'immense majorité, pour ne pas dire l'unanimité d'entre eux, sont des travailleurs sans papier qui bénéficient donc d'aucune sécurité ni d'aucune garantie que ce soit, qu'ils manipulent des produits dangereux. Et quand j'y suis allé, ils m'ont dit « Ah non, c'est écologique ». Ils m'ont fait voir les bouteilles, c'est écologique, avec des têtes de mort tout autour. Je pensais que c'était quand même un drôle d'écologie. Et puis, surtout, il y a évidemment la poussière, le fait qu'il travaille à partir de 4 heures du matin, etc. Et surtout, qu'il y a dans ces sous-sols toute une population qui ne fait qu'augmenter la difficulté du travail. Parce que, et c'est ça qui m'a tout de suite intéressé, je n'avais pas du tout l'idée de faire un film sur ça, parce que je ne fais pas du tout ce type de cinéma. Mais ce qui m'intéressait, c'est de voir les différentes strates qu'il y avait. Et j'y suis allé un matin à 4 heures avec les nettoyeurs pour voir, juste par curiosité. Et donc, au niveau -7, le plus bas, vivent là des clochards sédentarisés qui ont, d'une certaine façon, perdu l'usage de la parole. Ils s'expriment par l'injure, par des cris, par des choses comme ça. C'est une population très spéciale. Et puis on passe aux étages supérieurs. Oui, ils ont une technique de défense qui n'est pas très ragoûtante. La technique de défense, c'est, pardonnez-moi, mais ils chient partout.
Donc, selon une expression que mon père utilisait, que j'utilise aussi, on en prend plus avec son nez qu'avec une pelle. Donc, et à 4 heures du matin, c'est vraiment pas ragoûtant. Et donc, ils font une barrière de merde pour que personne n'approche, et personne n'approche. Et je ne suis pas approché. J'ai fait un pas en avant, je me suis fait traiter de tous les noms, j'ai fait un pas en arrière. À -6 et -5, là, il y a les junkies, qui sont à la fois les fumeurs de crack et de choses bien plus terribles que le crack, et puis ceux qui se piquent. Et j'en avais photographié d'ailleurs, qui étaient là, écroulés, c'est un truc. Et puis on continue de monter, à -4, -3, il y a les travailleurs qui viennent des pays de l'Est et les travailleurs africains que les camions viennent chercher à 5 heures du matin pour emmener sur les chantiers. Et puis à -2, ça je ne l'avais pas vu mais on me l'a raconté, il y avait dans une voiture un couple qui vivait dans le sous-sol, dans un parking de cette tour, et en réalité le couple c'était un frère et une sœur, et la femme travaillait dans la tour au-dessus, des travailleurs pauvres. Donc moi ce qui m'a tout de suite intéressé dans cette histoire, c'était le langage, parce que à chaque strate il y avait une langue différente. Et donc c'était soudain une matière littéraire absolument extraordinaire, surtout que je savais d'expérience tout simplement que au rez-de-chaussée, à l'accueil de la tour, on parlait une autre langue, et ensuite dans les étages aussi, parce que le DRH ne parle pas la même langue que les commerciaux, qui ne parlent pas la même langue que ceux qui sont à la fabrication, et qu'au sommet de la tour, l'équipe dirigeante ne parle pas non plus la même langue. Donc c'était une façon d'approcher le monde par la langue, de le faire exister par la langue, qui me paraissait tout à fait extraordinaire, et qui permettait soudain de montrer une société qui existait finalement du plus bas au plus haut. Et c'est ça qui m'a passionné. Donc j'ai pas fait du tout d'enquête, j'ai pas fait ça, il m'a suffi d'une visite pour comprendre ça et pour me lancer dans cette écriture. Parce que justement, le roman, et c'est à cela que je voulais en venir, le roman est à mes yeux l'outil le plus performant et peut-être l'arme qui aujourd'hui nous permet d'approcher au plus près le réel. Et j'ai une conviction profondément ancrée en moi qui est que la fiction marche toujours un pas en avant de la réalité. Il y a toujours quelque chose qui marche un pas en avant. Et donc, en prenant ça, le roman, aujourd'hui, est aussi sans doute le dernier lieu où l'expression artistique est réellement libre. Parce que si on regarde du côté du cinéma ou de la télévision, on peut toujours, et on le fait bien entendu, vous opposer le mur de l'argent. Ça coûte trop cher, on ne peut pas financer ça, et je parle là particulièrement de tout projet qui parle du réel, et qui parle dans ce réel du monde du travail, des milieux populaires, etc. Donc il y a ce mur qui est difficile à franchir. Et d'un autre côté, on pourrait se dire, eh bien, on peut s'adresser aux médias. Mais vous savez tous que l'immense majorité des médias appartiennent aujourd'hui à quelques milliardaires, et que si l'information n'y est pas au sens strict censurée, elle est en tout cas absolument dirigée, contrôlée et souvent intégrée directement par les journalistes qui n'ont même pas le sentiment de faire de l'autocensure, qui défendent tout simplement les positions de leurs donneurs d'ordre. Donc il reste le roman, parce que le roman est cet outil extraordinaire, et là la grande référence, la référence absolue étant Victor Hugo, mais je pourrais dire aussi Balzac. Le roman, ça porte comme un torrent finalement de l'histoire, avec un grand H, des histoires, c'est sa fonction, et puis toutes les rimes en war que vous pouvez imaginer, du savoir, du pouvoir, du devoir, etc., etc. Et je vais prendre l'exemple de Hugo parce que c'est le plus parlant. Dans Les Misérables, Hugo veut faire un dictionnaire de l'argot,
C'est un roman, il fait un dictionnaire de l'argot. Il veut faire la nomenclature des sous-sols parisiens, des égouts, il fait la nomenclature des égouts de façon quasiment scientifique. Dans 93, à un moment, son personnage traverse la Bretagne et la Normandie, il y a 4-5 pages d'onomastique de tous les lieux qu'il traverse. C'est-à-dire qu'il y a une liberté extraordinaire dans l'écriture. Il s'autorise absolument tout ce qui lui paraît nécessaire à cette histoire. Et surtout, cette histoire, soudain, elle a un contexte, elle a une langue, elle n'est pas enfermée dans un cadre étroit qui serait simplement celui de tenir un récit, etc. Donc le roman a cette force-là. Et dans un roman, des questions que nous pourrions discuter savamment et que nous discuterons peut-être savamment après la projection de l'épisode sur le travail, c'est-à-dire les questions du travail, la question de l'emploi, la question du chômage, la question de l'exploitation, la question du profit, la question des nouvelles formes de management, etc. Dans un roman, ça s'incarne, ça prend corps. Et prenant corps, eh bien, puisque je ne vous apprends rien, on se lit soi-même dans un roman, eh bien ce corps qui naît de la littérature, on peut le prendre, pardonnez-moi, mais à bras-le-corps, on peut s'affronter à ça. Et en faisant ce travail-là, ou en vivant cette chose-là, eh bien ça invente une lectrice ou un lecteur intelligent. Parce que ça réintroduit à travers la lecture le monde tel qu'il est dans sa violence, sa complexité, etc., mais aussi dans l'ensemble des niveaux que l'on peut ressentir, que ce soit le niveau émotionnel, le niveau intellectuel, le niveau esthétique, etc. Tout est là dans un roman. Alors que, comparativement, dans un essai, on peut faire une chose très intelligente, très brillante, mais finalement, il y a quelque chose qui, peut-être, nous tient toujours légèrement en retrait, parce que c'est une intelligence face à une autre intelligence. Et le corps n'y est pas tout entier. Alors que dans un roman, et moi je fais très attention dans mes romans, à ce que les personnages soient réellement des personnages. C'est-à-dire avec une pensée, avec des sentiments, avec une sexualité, avec des enthousiasmes, avec des doutes, voire du désespoir, etc. Et que le livre jamais ne juge les personnages. Donc, on est là dans cette relation-là, et c'est pour ça que ça me paraît aujourd'hui si important que de pouvoir continuer d'avancer une critique, et une critique nécessaire du monde dans lequel nous sommes, en me servant, encore une fois, comme outil ou comme arme du roman. Et puis, comme vous pouvez voir, j'écris des livres relativement épais. Je me dis toujours, si ça ne se vend pas, eh bien, ça pourra toujours servir à monter les barricades. Bon, on a une présentation. Là, vous allez découvrir, si vous lisez le livre, une espèce de métaphore de la société, depuis le lumpen prolétariat au 7e sous-sol jusqu'au PDG à 38e étage, si je me rappelle bien. Donc vous avez une description de la société, son fonctionnement, les relations entre les personnes. Bon, Gérard dit avec simplicité ce que Lordon dit avec des mots très compliqués. S'il n'y a pas d'affect, s'il n'y a pas d'émotion, on peut avoir des très bonnes idées, mais la vérité ne sert à rien, quoi. Et dénoncer une vérité s'il n'y a pas un sentiment derrière. Donc l'auteur de littérature, Gérard Mordillat, tenait à le dire avec force ce soir. Est-ce qu'on passe au second livre ? Oui, on peut juste, sur cette description qui existe dans La Tour abolie, on peut remarquer une chose. Toute l'action tourne autour du fait que la direction, sous la pression de l'actionnariat, décide de supprimer le self. Il y avait dans cette tour, qui est une tour d'assurance, un self où on pouvait déjeuner le midi pour l'ensemble du personnel. Ils décident de supprimer ça et de finalement louer cet espace pour créer un espace de fitness. Chose qui n'était pas prévue par la direction, c'est que soudain, cette disparition du self, ça va fédérer le haut et le bas.
parce que ceux qui vivaient dans les sous-sols vivaient, bien entendu, aussi des déchets du self, de ce qu'il y avait dans les poubelles. Et ils restaient confinés dans les sous-sols tant qu'ils pouvaient trouver de quoi se nourrir dans les poubelles. Mais des mesures sont prises, qui ont d'ailleurs été réellement prises. D'abord de fermer les poubelles, puis ensuite, comme c'était facile de faire sauter les fermetures, d'arroser tous les déchets d'eau de javel pour que ça soit immangeable. Mais là, quand il n'y a plus le sel, on va voir le fond remonter vers le haut. Mais on va voir aussi des étages descendre vers le bas, c'est-à-dire que les employés vont protester contre cette suppression d'une chose qui était simplement pour eux d'une utilité extraordinaire et qui leur évitait d'aller manger des saloperies dehors et qu'il y avait un contrôle comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir apparaître quelque chose qui jusqu'alors n'existe pas, cette fameuse classe moyenne. Vous savez, on parle toujours de la classe moyenne, bon. Eh bien, dans la tour abolie, pendant longtemps, il n'y a pas de classe moyenne. Il y a l'opposition entre le 38e et les sous-sols. Et d'un seul coup, avec la suppression du self, on va voir revenir au premier plan l'ensemble des salariés qui vont se solidariser à la fois avec ceux du dessous et qui vont être en conflit avec ceux du dessus. Et c'est bien entendu là aussi quelque chose qui nous parle de la société actuelle où on peut attendre ou espérer que ce type de réunion se fasse. Est-ce que cette astuce dans le roman de la disparition de la cantine pourrait avoir des rapports avec une taxe sur le diesel ? Oui, ça peut être une chose de cette nature. Mais c'est vrai que historiquement, on voit que toutes les grandes révoltes, les soulèvements populaires, voire les révolutions, sont toujours partis finalement d'un fait divers lié à la nourriture. Que ce soit le pain pour la Révolution française, que ce soit la viande pourrie pour la Révolution russe, que ce soit là récemment en Tunisie parce qu'un flic zélé ou corrompu essaye d'empêcher un type de vendre des oignons et des tomates. Il y a toujours quelque chose, ça part toujours d'une chose qui évidemment nous touche intimement et qui est cette fameuse étincelle dont parlait Lénine qu'aucun d'entre nous n'est capable de prévoir ou de solliciter. Ça part de ça. Et moi, c'est ça qui me touchait, c'est-à-dire que là, finalement, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut priver les gens de nourriture de façon à la fois bien sûr réel, mais aussi métaphorique. Et là, à partir de ce moment-là, eh bien, à nouveau, le roman devient l'arme d'analyse que j'ai décrite. Je sais qu'on vous a posé la question, est-ce qu'on pourrait en faire une série pour la télévision ? Je connais un peu votre réponse. Ma réponse, elle est évidemment, on pourrait, bien sûr qu'on pourrait, et qu'on ne pourra jamais en France. Parce que le service public vraiment récuse par principe ce type d'approche. Je vais vous donner, je ne parle pas dans le vide, j'ai réussi grâce à Eric Stemlen, dont j'ai vu qu'il y avait dans la librairie un extraordinaire livre qui s'appelle L'Opération Macron, mais Eric Stemlen était avant le directeur des programmes de France Télévisions, et grâce à lui j'ai pu tourner Les Vivants et les Morts. Et j'ai pu le tourner en 8 épisodes, comme un feuilleton en fait. J'avais une proposition pour le cinéma et puis j'avais cette proposition-là. Moi, je préférais faire ça pour la télévision parce que je pensais que naturellement, le public auquel je m'adressais était plus un public concerné par la télévision que par le cinéma. Donc, il y a ça. Je fais Les Vivants et les Morts, malgré... Alors, Stemlen s'en va, elle est virée par Carolis, vient ensuite Fimelin à la tête de France Télévisions. La programmation est désastreuse, malgré ça, je le dis en toute simplicité, c'est un très grand succès public et un très grand succès critique. Donc Fimelin se sent obligé de m'envoyer une lettre de félicitations et de remerciements. Je lui réponds par retour du courrier que je le remercie de sa lettre, que je suis prêt à écrire l'adaptation d'un roman que j'avais écrit ensuite qui s'appelle « Notre part des ténèbres »,
Et je lui rappelle, mais c'était de l'ironie de ma part, que la Warner Bros. A fait sa fortune et sa gloire avec des films entre guillemets sociaux. Évidemment, il ne m'a jamais répondu. Et ce qui veut dire que le poids idéologique, politique est fondamental dans les décisions des programmateurs de télévision. Et donc, vouloir faire la tour abolie, ce ne serait même pas une question de financement, parce que ça ne serait pas si compliqué que ça à financer, mais d'une part, ça traite du monde réel dans lequel nous sommes, horreur absolue, et les personnages vivent des expériences considérées comme violentes, mais le monde dans lequel nous sommes est un monde violent. Or, l'idéologie générale, aussi bien France 2, France 3, et hélas aujourd'hui Arte, est grosso modo, ça oscille entre Femme actuelle et Marie-Claire. Tant qu'on est dans la problématique bourgeoise ou petite bourgeoise, des problèmes de régime alimentaire, d'éducation des enfants et de ces choses-là, et évidemment les histoires d'amour compliquées et modernes maintenant entre deux hommes, deux femmes, et puis l'amant qui devient une femme, un homme, etc. Ça va. Mais parler du réel, ça, il ne faut pas. Et là, à ce moment-là, quand vous discutez de ça, au bout d'un certain temps, il y a l'excuse merveilleuse « Ah non, il y a Ken Loach. » Une fois pour toutes, il y a Ken Loach. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup regretté Démopolis, qui était une maison d'édition où j'avais des amis. On avait un projet on était d'accord, et lui et moi, pour faire ensemble un livre, Ken Loach et moi. Je veux dire, et je me serais, quand j'avais des contacts que j'ai avec lui, d'ailleurs, je lui avais raconté ça en lui disant, mais voilà, vous êtes l'excuse, comme au tarot. J'ai eu des retours de gens qui avaient lu La Tour abolie et qui m'ont dit il est bien ce roman, mais je n'ai pas été jusqu'au bout parce qu'il était dur. Et là, Gérard répond simplement quand on regarde la réalité, elle n'est pas toujours rigolote. Bon, ça part de faits réels, c'est une réalité, bon, elle existe. Oui, c'est essentiel d'arriver à dire le réel, parce que, et encore une fois, je crois que dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui en France, aussi bien sur le plan économique, que sur le plan politique, que sur le plan intellectuel, je crois que la seule parole d'opposition ne peut venir que des romanciers, des dramaturges, des poètes, des musiciens, des peintres, etc. Nous sommes dans une situation que je sens très parallèle à ce qu'a été la situation des artistes sous Margaret Thatcher. Les grands opposants sous Margaret Thatcher, et quand je parle d'opposition, je ne parle pas simplement d'une opposition politique, je parle d'une opposition philosophique, intellectuelle, artistique. Eh bien, ça a été justement pour le cinéma Ken Loach ou Mike Leigh, ça a été parmi les romanciers Alan Sillito, Harold Pinter, John Berger, etc., mais ça a été aussi Elvis Costello, ça a été que cela. Eh bien, la parole politique étant, et malheureusement aussi aujourd'hui en France, ou empêchée, ou impuissante, voire corrompue, eh bien, dire le réel revient aux artistes, parce que si on ne le dit pas, si on ne nomme pas les choses par leur nom, on vit dans l'illusion dans laquelle on veut nous faire vivre, puisque nous sommes dans une société qui nous tend sans cesse des miroirs pour nous dire « regardez-vous dans le miroir, mais ne regardez surtout pas ailleurs ». Vous savez, il y a un père de l'école biblique de Jérusalem m'a raconté un petit apologue que je trouve merveilleux, parce que je trouve qu'il décrit exactement la façon dont je ressens mon travail d'écrivain et de cinéaste. L'apologue est le suivant. C'est un juif très riche, très bien de sa personne, très élégant, plein d'humour et fortuné, qui tous les jours se regarde dans un grand miroir. Et tous les jours, il se satisfait de cette image de lui-même, parfaitement élégant, parfaitement drôle, parfaitement riche, parfaitement bien dans tout ce qu'il fait. Et puis un jour passe un rabbin, et le rabbin efface le teint du miroir.
et soudain, ce riche, si juif, si bien de sa personne, si fortuné, découvre la réalité du monde. Eh bien, je crois que le travail de l'écrivain, le travail du cinéaste, en tout cas tel que je le conçois moi, et j'espère que beaucoup d'autres le conçoivent comme ça, eh bien c'est ça, c'est d'effacer le teint du miroir, de briser ces miroirs, de oublier, de se regarder soi-même, et parce que ce message que nous adresse à travers les médias la société, ne pensez qu'à vous-même, c'est quelque chose qui porte en lui les germes de toutes les horreurs de la société dans laquelle nous sommes. Bon, il n'y a rien à ajouter. D'enlever le miroir, le teint du miroir, essayer de voir le réel, la tout abolie. Vous verrez, c'est passionnant, il se passe énormément de choses et beaucoup de passion. Et c'est un livre, il y a des moments durs, mais bon, les moments durs, vous ne les avez pas vécus, on ne vous demande pas de vivre au 7e sous-sol de l'immeuble, ni d'être avec les junkies, mais de savoir que ça existe, c'est dur, mais bon, il faut le savoir. Et puis il y a des moments drôles. Et puis il y a beaucoup de moments drôles. Si vous connaissez le rire de Gérard avec les papous dans la tête, vous l'entendrez aussi. Est-ce qu'on passe à... Bon, l'autre livre, donc là, une grande unité de lieu, de temps et d'action, c'est l'histoire d'une manif. C'est avant la manif et après la manif. Mais Gérard va pouvoir en dire un petit peu plus. Voilà, mais d'une certaine façon, La Tour abolie, c'était un livre vertical, du 7e sous-sol, presque un livre gnostique, direct du sous-sol jusqu'à la divinité. C'est un ami qui m'a fait remarquer ça, j'ai trouvé que c'était une belle analyse. Ces femmes-là, c'est au contraire un film absolument horizontal, puisque ça raconte une manifestation et que généralement on manifeste sur du plat. Donc, voilà. Et comme Jean-Christophe vient de dire, la structure du livre est finalement relativement classique, puisqu'il y a avant la manifestation, pendant et après. Alors, en même temps, il n'est pas si classique que ça, parce que le avant... Ah non, attendez, avant de raconter ça, il faut que je dise pourquoi il y a une manifestation et ce qui se passe. Le livre est situé en 2024, c'est-à-dire demain. Et pourquoi en 2024 ? Parce qu'en 2024, ce sera les Jeux Olympiques, et que... de tout temps, en tout lieu, tous les gouvernements sur tous les continents se sont toujours servis des Jeux Olympiques qui étaient organisés dans leur pays pour prendre un certain nombre de mesures au nom de ces Jeux Olympiques. Alors là, dans mon livre, il y a eu des mesures, entre guillemets, sociales, ça va vous faire rire, qui ont été prises, par exemple... les personnes qui touchent le chômage et les allocataires d'aide sont obligés de travailler bénévolement sur les constructions de chantiers et d'installations. C'est obligatoire. C'est une mesure qui avait fait ses preuves en 1936 en Allemagne. Ça avait l'année des Jeux Olympiques. Et puis il y a une autre chose, le gouvernement a décidé de regrouper tous les citoyens musulmans dans des quartiers, soi-disant pour les protéger. En réalité, bien entendu, pour créer des ghettos, une des perspectives étant d'ailleurs d'expulser tous ceux qui ont gardé une double nationalité. Alors évidemment, ça provoque une immense colère, une immense protestation, et est organisée cette grande manifestation. Et à côté de cette grande manifestation, il y a forcément et nécessairement une contre-manifestation de gens qui soutiennent le gouvernement. Les deux manifestations ne devant pas se rejoindre. Quand on écrit un roman, bien entendu, la première chose qu'on fait, c'est d'imaginer le pire. Et donc, elles se réuniront. Mais peu importe. Alors donc, il y a avant... Et avant, reposait sur un pari littéraire, parce que d'écrire une manifestation, c'est d'écrire une multitude. Et le pari littéraire de l'avant, c'était de faire arriver tous ceux qui seraient dans la manifestation, mais en réalité presque de les faire arriver comme arriveraient les acteurs d'une pièce de théâtre, comme une immense pièce shakespearienne, par exemple, où on verrait approcher les uns et les autres.
pari littéraire compliqué à faire parce que l'attention doit exister pour qu'on ait envie de lire toujours une page de plus, mais en même temps l'action n'a pas commencé. L'attention est dans le fait que ça va commencer. Donc, compliqué. La deuxième partie, pendant, est un récit plus classique de la manifestation, de la contre-manifestation, des mesures policières, des débordements, des différentes choses. Et il se passe beaucoup de choses dans la manifestation. Et ce livre que j'ai fini en juillet l'année d'avant est de ce point de vue-là absolument prémonitoire de ce que l'on a pu voir ensuite à l'occasion des manifestations des Gilets jaunes. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la fiction, un pas en avant de l'histoire, sur la répression policière, sur l'utilisation de l'armée, sur les ambitions du gouvernement, etc. Et la troisième partie, après, est un autre pari littéraire, parce que la manifestation a été dispersée à cause d'abord d'un événement climatique, puis ensuite il y a eu des pillages, des émeutes, etc. Bref, une dispersion et une répression accrue, une dispersion générale. Et la dernière partie ne sera vue qu'à travers les personnages féminins. Et c'est les femmes qui, finalement, parce qu'elles sont des femmes, et non pas au nom d'un parti politique ou au nom d'un syndicat ou au nom d'une organisation, vont se mobiliser et vont s'organiser contre ce qui est en train de se mettre en place, qui est un régime, si je le dis en termes galants, autoritaire, et si je le dis profondément, un régime néofasciste. Donc, ce sont les femmes. Et dans ces femmes-là, bien sûr, mais c'est vrai pour tous mes romans, c'est vrai aussi pour La Tour abolie, il n'y a jamais de héros au sens masculin du terme, il y a toujours des héroïnes. Et dans ce livre-là, il y a des héroïnes. Mais aussi, les héroïnes ne sont pas, j'ai envie de dire, que d'un seul côté. Il y a un personnage qui est celle qui a organisé la contre-manifestation, qui est écrite, décrite, traitée avec autant d'attention et j'espère autant de profondeur que les autres personnages qui, par exemple, participent à la manifestation. Tout ça pour dire que les personnages ne sont pas des espèces de pantins qui seraient le signe de quelque chose. Ils sont des êtres vivants avec leurs doutes, avec leur courage, avec leur lâcheté, avec leurs envies, avec leurs secrets, etc. Et c'est ça aussi, pour moi, la qualité du roman, c'est de nous faire sentir, comment dire, le tremblement de la vie, cette incertitude qui nous travaille tous.